Bonsoir. Ce que je voudrais vous raconter ce soir s'est déroulé il y a une centaine d'années. C'était au début du XXIe siècle. Et je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire en ce début du XXIe siècle, le monde ne ressemblait plus du tout à ce qu'il était alors. Évidemment, c'était le début de ce que les historiens avaient appelé la grande rupture. C'était le début de la mondialisation avec tous les problèmes économiques, démographiques, écologiques. Et puis surtout, c'était le début de la 6e grande extinction des espèces. Vous savez qu'il y avait eu 5 extinctions des espèces avant celle que nous sommes en train de subir. Et la dernière, c'était il y a 65 millions d'années. À cette époque, les dinosaures occupaient la planète tout entière, la dominaient depuis 150 millions d'années. Et puis, pour des raisons de catastrophes naturelles, un beau jour, ils ont disparu, entraînant avec eux une ribambelle d'autres espèces de plantes et d'animaux. Mais il y a eu des survivants. Et parmi ces survivants, il y avait une petite souris. Et pourquoi elle avait survécu? C'était parce que cette petite souris, qui était pas plus grande que ça, avait trouvé le moyen d'échapper à tous ces grands prédateurs qui bouffaient tout sur leur passage. Et le moyen qu'elle avait trouvé, c'était d'être extraordinairement agile. Cette petite souris qui vivait dans les hauteurs des arbres sautait de branche en branche avec une vélocité extrême. Elle était capable de calculer avec une précision incroyable les distances qui la séparaient d'une branche à l'autre. Et c'est grâce à cette espèce d'intelligence innée, autrement dit, elle était capable de calculer alors qu'elle n'avait jamais fait de mathématiques, c'est évident. Ce qui prouve d'ailleurs qu'on peut faire des mathématiques sans savoir compter. Et donc cette petite souris, une fois les dinosaures disparus, eh bien, a pu se développer et puis rentrer dans de nouvelles dynamiques évolutives. D'autres espèces d'ailleurs se sont organisées pour ensemble eh bien, faire renaître toute une dynamique, oui, dans l'évolution qui était bloquée avec les dinosaures. Et donc, eh ben, en 65 millions d'années, qu'est-ce que ça a donné? Homo sapiens. Homo sapiens avec un cerveau extraordinaire, qui n'arrête pas d'ailleurs de nous interroger comment la nature a pu fabriquer cette chose-là, quoi. La structure la plus complexe que nous connaissons sur Terre. Et comme Homo sapiens était très intelligent, et toujours très intelligent d'ailleurs, il était évidemment au courant de ce qui se passait au début du XXIe siècle. Il savait très très bien qu'il était au début d'une immense rupture. Et donc, il voulait savoir comment, peut-être, il pourrait éviter le pire. Et c'est pour ça qu'il organisait des laborigines. Alors, les laborigines, c'était en fait des sortes de spectacles vivants, live comme ça. C'était des performances, des expériences, voilà, où les scientifiques et les artistes se réunissaient pour essayer de communiquer à un public avide de connaissances, et bien toutes ces connaissances qui bien souvent restaient un peu coincées dans le milieu des spécialistes.
Donc, un soir, un 18 septembre, très exactement, un 18 septembre de l'année 2016, dans un petit théâtre du 18e arrondissement de Paris, à l'affiche l'Aborigines. Le titre, les ruptures aux origines de l'improbable. Vous aurez compris qu'effectivement, Homo sapiens, résultat d'une rupture qui avait eu lieu il y a 65 millions d'années, est plus qu'improbable. Donc, en ce 18 septembre, il y avait sur scène au fond un jeune homme qui s'appelait Patamo et qui se présenta au public. Bonjour à tous, donc je suis Patamo. Donc ce soir avec vous, je vais réaliser en direct un film d'animation en pâte à modeler. Donc ce que je filme, vous le voyez sur l'écran. Ce que vous ne voyez pas, c'est quand je prends des photos. Et donc à la fin de la présentation, je vous dévoilerai donc le film d'animation de ce soir. Merci. Une chanteuse, sous l'applaudissement du public bien entendu, elle s'appelait Joël Koundé. Un musicien, Olivier de Faïs. Un petit malheur, effectivement. D'ailleurs, on s'en souvient encore, 100 ans plus tard, il avait cassé son instrument de musique. Alors, que devient un musicien quand il a perdu son instrument de musique? Peut-être qu'il va jouer d'un autre instrument, ou peut-être qu'il ne va plus jamais faire de la musique. Et puis, que vont devenir tous ces morceaux cassés? Peut-être qu'ils vont avoir un autre destin, peut-être qu'ils vont être utilisés pour un avenir totalement improbable, peut-être que l'on va en faire un déguisement. Never know how much I love you. Ooh. Never know how much I care. When you put around me, you got a fever that's so hard to be. You give me fever. Peut-être que le manche va servir à Patamo. Je pense oui. De toute manière, on peut faire des trucs comme ça. En tout cas, ça peut servir pour ces petites structures. Et après cela, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais complètement oublié. Les trois scientifiques sont rentrés sur scène. Elisabeth Bouchot, psychanalyste. Elisabeth Bouchot prit la parole en premier pour se présenter, simplement, dire ce qu'elle allait raconter au public. Bonsoir à tous. Je suis physicienne et je suis passionnée par les matériaux. Et en fait, ce que j'aime dans les matériaux, c'est les casser. Oui, c'est un peu bizarre, mais j'aime vraiment casser les matériaux, c'est ça que je vais vous raconter. Ensuite, Marc Lachaiseray prit la parole. Oui, vous auriez... Bonsoir. Moi, je ne casse rien, mais je m'intéresse à l'univers qui est pas facile à casser. Mais dans l'univers, il y a des tas de choses qui se brisent, qui se cassent, et je vais vous parler de ça dans un petit moment. Voilà. Et Serge Éphèse? Bon, je casse rien non plus, je répare plutôt. J'essaye de réparer les liens endommagés, voilà, les liens qui ont été rompus, justement. J'essaye plutôt de les rafistoler avec cette idée que l'être humain il a besoin de ces liens pour vivre, pour être, et que
c'est en créant d'autres liens, parfois avec moi, avec des groupes, des personnes, des familles, qu'on arrive à retisser ensemble ces liens. Donc une fois que tout le monde s'était présenté, le spectacle pouvait commencer. Et Elisabeth Bouchot, c'était la première personne qui allait prendre la parole, peut-être parce que c'était une femme, parce que vous savez, au début du XXIe siècle, les femmes dans le milieu des mathématiques et de la physique, tout ça, c'était pas encore chose tout à fait... enfin, vous comprenez ce que je vais dire. En tout cas, Elisabeth Bouchot, je voudrais quand même que vous sachiez que d'abord elle est physicienne, professeure de physique, qui est spécialisée dans l'étude des matériaux et en particulier des brisures dans les matériaux, qu'elle a reçu un prix de l'Académie des sciences en 2013, mais qu'elle est aussi comédienne, écrivain, et elle a aussi l'avantage d'avoir un mari absolument extraordinaire, qui nourrit pour elle un amour infini, et on le comprend, et qui lui a offert un théâtre, le théâtre de la Reine Blanche, un véritable conte de fées. Donc, elle dirige en plus le théâtre où avait lieu ce labo Origine très particulier. Alors, en tant que directrice du théâtre de la Reine Blanche, je vous souhaite évidemment à tous la bienvenue. Je travaille sur les matériaux mous. Alors, les matériaux mous, il y en a partout. Dans la vie quotidienne, vous en utilisez tout le temps. Du gel à cheveux, du ketchup, de la mayonnaise, du yaourt, de la crème de beauté, de la gélatine, tout ça, c'est des matériaux mous. Alors bien sûr, vous allez vous dire que une nana qui essaye de comprendre comment se cassent les yaourts, il y a vraiment des gens qui sont payés à faire des trucs pas forcément utiles pour l'avenir de l'humanité. Bon, ce que je veux vous dire aussi, c'est que les matériaux mous, c'est aussi très très proche, sont de très bons modèles pour représenter en fait les matériaux qui nous constituent, les matériaux biologiques. Et les matériaux qui peuvent se substituer aux matériaux biologiques qui nous constituent, c'est-à-dire les peaux artificielles, les prothèses, etc. Donc là, j'espère que vous admettrez qu'il est important de connaître la résistance de ces matériaux et en particulier leur aptitude à résister finalement à la fissuration. Alors pourquoi c'est compliqué ça? C'est compliqué parce que qui dit matériau mou dit que dès qu'on applique une petite force, le matériau se déforme considérablement. Et quand on a affaire à de grandes déformations, en fait c'est beaucoup plus difficile de faire la théorie de ce qui se passe et du coup de prédire ce qui va se passer, ce qui risque de se passer. Quelle est la limite de rupture, quelle est la déformation pour une sollicitation mécanique donnée, etc. Mais en plus, ces matériaux sont compliqués parce qu'ils sont ce qu'on appelle viscoélastiques. C'est-à-dire que leurs propriétés de déformation ou de résistance à la rupture ne dépendent pas seulement de l'intensité, de la force avec laquelle on appuie dessus ou on tire dessus, mais tout cela dépend aussi
de la vitesse à laquelle on applique la sollicitation mécanique. Alors, moi aussi, je suis venue comme pâte à mots avec des pâtes à modeler. J'ai toujours beaucoup aimé la pâte à modeler, mais ce sont des pâtes un petit peu particulières, puisque ce sont des pâtes, justement, viscoélastiques. Alors, Marc, tu veux bien m'aider à faire ma manip? Alors, quand on va tirer doucement sur cette pâte, vous voyez que on n'arrive pas à la casser. Tout ce qu'on fait, c'est des spaghettis. En d'autres termes, le matériau, il ne se casse pas, il coule. Merci de ramasser tous les petits vermicelles. Merci, monsieur. Alors, donc en d'autres termes, il se comporte comme un liquide quand on le casse doucement. Et puis, quand on essaie de le casser vite, hop, ça casse comme un solide. Et donc, pourquoi ça se... Un pâte à mots me pique ma pâte viscoélastique, il fallait s'y attendre. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Eh bien parce que quand on sollicite le matériau lentement, au fond, les molécules qui le constituent ont le temps de prendre la bonne position, de se réarranger et de couler gentiment les unes par rapport aux autres. Mais ces réarrangements prennent du temps, en fait, et donc si on les gagne de vitesse, trop tard Gaspard, hop, tout ça casse au lieu de couler. Alors ça, c'est ce que j'ai fait, au fond, dans la deuxième partie de ma vie, la plus récente, mais j'ai passé beaucoup d'années, beaucoup d'années, à étudier la forme des ruptures dans les matériaux. Alors, je vais me servir de ta contrebasse que tu as cassée. Ça, j'adore. Voilà. Vous voyez cette ligne de rupture, en fait, par laquelle la fissure est passée. Et si on y regarde bien, bien sûr, comme le matériau a une certaine épaisseur, c'est plutôt une surface qu'une ligne. Et vous voyez qu'elle a une certaine rugosité, cette surface. Eh bien, ce que nous avons montré, et qui a été à l'origine de nombreux développements pour arriver à prédire ce qui va se passer quand un matériau est soumis à une contrainte mécanique, eh bien, ce que nous avons montré, c'est que la géométrie de cette surface rugueuse ne dépend pas du matériau. C'est-à-dire que c'est la même pour du bois, pour un alliage métallique qui va constituer un avion, par exemple, ou bien pour du verre à vitre. Seulement, là, on voit bien les rugosités à l'œil, dans le cas du bois, c'est-à-dire qu'il y a des rugosités de l'ordre du millimètre. Si on va regarder ce qui se passe pour un alliage métallique, on a la même morphologie, mais à des échelles déjà beaucoup plus petites, plutôt de l'ordre du dixième ou du centième de millimètre. Et puis pour s'apercevoir que la surface de rupture d'un verre à vitre a également cette même morphologie rugueuse, hein, ça ressemble à un relief montagneux quand on y regarde de près, eh bien il faut utiliser un appareil qui s'appelle un microscope à force atomique et qui nous permet cette fois de voir des échelles de longueur extrêmement petites, le nanomètre, qui est en fait le milliardième de mètre, le millionième de millimètre. Donc des échelles extrêmement petites. En d'autres termes, ce qu'on a fait, c'est finalement regarder plein de matériaux, mais au lieu de se demander qu'est-ce qui est caractéristique de chaque matériau, qu'est-ce qui va être différent quand je change de matériau, quand je passe d'un matériau à l'autre, on s'est d'abord demandé qu'est-ce qui est pareil dans la rupture de tous ces matériaux.
cosmologiste Marc Lachaiseray, que je voudrais aussi vous présenter. Marc Lachaiseray était connu au début de ce XXIe siècle comme étant d'une intelligence particulièrement vive. Et il avait aussi une caractéristique, il a écrit beaucoup de livres également, mais il avait une caractéristique très particulière, c'est qu'il adorerait contredire, mais contredire tout le monde, et en particulier les théories qui étaient le plus généralement admises par sa propre communauté. On va changer d'échelle. On va laisser les milliardièmes de millimètres et les microscopes à Elisabeth. Et on va s'intéresser plutôt à l'univers, c'est-à-dire des milliards d'années-lumière. Une année-lumière, c'est très long, c'est une longueur très longue, puisque c'est la distance que parcourt la lumière en une année, sachant qu'en une seconde, elle parcourt 300 000 km. Donc c'est beaucoup. L'univers, c'est très grand. Mais j'ai une grande nouvelle à vous annoncer ce soir, c'est que l'univers, il est mou. Et ça, c'est le grand Albert qui nous l'a dit, le grand Albert du XXe siècle, Albert Einstein, avec ses théories de la relativité. Lui, il avait utilisé pour décrire l'univers, ou l'espace-temps, si vous préférez, parce que la relativité nous dit que l'univers, c'est l'espace-temps, une entité géométrique. Il avait utilisé une formule, le mollusque de référence. Voilà, pour lui, c'était le mollusque de référence, justement parce qu'un mollusque, c'est mou. Ça veut dire que l'univers se déforme. L'univers se déforme, c'est la matière qu'il déforme, c'est la matière qui lui imprime une courbure, cette courbure qui représente la gravitation et qui est l'objet de la théorie de la relativité générale, puisque justement l'équation fondamentale de cette théorie nous dit comment la matière déforme l'univers, comment la matière déforme l'espace-temps. Donc l'espace-temps se déforme, l'espace-temps est mou. Et c'est le sujet même de la cosmologie que de savoir comment cet espace-temps est déformé. Quand on vous dit l'univers est en expansion, l'expansion accélère, la courbure est plate, ceci ou cela, c'est toujours finalement donner des informations sur la forme de l'univers. Bon, l'univers est mou, mais heureusement, il ne se brise pas. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre. Et heureusement pour nous. Il ne se brise pas, mais dans l'univers arrivent des choses assez intéressantes qu'on appelle des brisures de symétrie, et c'est de ça que je vais vous parler, et vous verrez que peut-être, finalement, on va se ramener à des choses connues. Alors, une symétrie, qu'est-ce que c'est? Une symétrie, vous avez tous l'idée de ce que c'est qu'une symétrie, évidemment, c'est quand on change de point de vue, par exemple, et puis les choses ne se modifient pas.
Si par exemple vous avez un cube et puis vous faites un quart de tour, vous allez voir une face, mais vous aurez toujours la même impression du tube. Si vous regardez un axe vertical, où que vous soyez autour de l'axe, vous verrez toujours un axe vertical de la même manière, et dans ce cas-là, on va dire qu'il y en a une symétrie de rotation, parce que quand vous tournez autour de l'axe, vous le voyez toujours de la même manière, il a toujours le même aspect. Symétrie de rotation, ou quelquefois symétrie axiale, c'est la même chose, parce qu'on a un axe. Bon, ben, il arrive qu'on puisse avoir une brisure de symétrie, ou une brisure d'équilibre. Et pour vous donner un petit exemple, vous imaginez un crayon qui tient vertical, hein, il tient en équilibre vertical sur sa pointe qui est mal taillée, qui est un peu plate. Donc vous imaginez que vous arrivez à faire tenir ce crayon vertical. Dans ce cas-là, la situation elle est parfaitement symétrique. Parce que vous pouvez tourner autour du crayon, faire une rotation, et vous apercevez que le crayon a toujours exactement la même allure. Il est droit, il est vertical, et on le voit comme un axe. Mais à un moment donné, s'il y a une petite perturbation, un petit courant d'air, une petite vibration, le crayon va tomber. Et quand il va tomber, il va forcément tomber dans une direction. En général, on ne sait pas prédire dans quelle direction il va tomber, mais il va en choisir une. Bon, je dis choisir, mais bien entendu, c'est dû peut-être au petit souffle de vent qui l'a poussé ou à la nature de la vibration qui l'a fait tomber. Donc il va choisir une direction. Mais une fois qu'on a choisi une direction, eh ben, on n'a plus la symétrie. Parce qu'il y a une direction qui est privilégiée, et quand on fait le tour et qu'on arrive à cette direction, bah, ce n'est pas la même chose qu'ailleurs. Donc on dit qu'on est passé d'une situation symétrique à une situation qui ne l'est plus. Ça s'appelle une rupture d'équilibre, mais aussi une brisure de symétrie. On a une brisure de symétrie lorsqu'on passe d'une situation symétrique à une situation qui n'est plus symétrique. Dans ce cas-là, c'est une symétrie de rotation. On peut prendre un autre exemple, qui est si on a une grande table plane, on va supposer de très grande longueur, bah, tous les points sont équivalents. Que vous soyez en un point de la table, si la table est vide, ou en un autre point, c'est pareil. Vous voyez toujours l'étendue de la table qui est pareille dans toutes les directions. Mais si vous placez un objet sur la table, bah, dans ce cas-là, ça va briser cette sorte de symétrie qui s'appelle l'homogénéité. L'homogénéité de la table, ça veut dire que tous les points sont pareils. Si vous placez un objet quelque part, eh ben vous avez perdu cette symétrie. Donc placer un objet sur une table, c'est une rupture de symétrie. On n'a pas souvent l'impression de voir ça comme une rupture, mais dans le langage des physiciens, des mathématiciens, c'en est une. Alors évidemment, ce que je vous donne, c'est des exemples qui vont nous permettre de comprendre une situation un petit peu plus compliquée, parce que l'espace, c'est pareil. L'espace, c'est la même chose que le plan, sauf que le plan est à 2 dimensions, l'espace, il est à 3 dimensions, mais il est aussi homogène. C'est-à-dire tous les points de l'espace, s'il n'y a rien, si vous imaginez l'espace vide, tous les points sont équivalents. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de frontière, c'est partout pareil. À tel point même qu'on a énoncé ça comme un principe, qui est que l'espace de l'univers, le fait qu'il soit toujours homogène, c'est tellement important, c'est tellement fondamental qu'on a appelé ça le principe cosmologique, parce que c'est la base même de toute notre cosmologie. Bon, donc l'espace est homogène. Mais si vous placez quelque chose, si vous placez un objet dans l'espace, ben, il n'est plus vraiment homogène, parce que l'endroit où vous avez placé l'objet, il n'est plus pareil que les autres endroits. Surtout si vous croyez aux théories de la relativité, qui vont vous dire que là où il y a l'objet, comme l'objet représente de la matière, de l'énergie, qu'il a une action gravitationnelle, ben, ça va courber l'espace, donc il ne sera plus pareil. Donc non seulement la présence de l'objet va modifier l'espace, va briser sa symétrie, simplement par la présence, mais en plus, comme il influe sur l'espace, eh bien, ça veut dire que l'espace lui-même va être modifié à cet endroit. Bon, très bien. Mais je vous parle d'espace, mais quand on est à l'échelle de l'univers, quand on fait de la physique moderne, de la physique relativiste, on ne parle plus en termes d'espace, on parle en termes d'espace-temps. Donc, vous savez bien ce que c'est qu'un objet dans l'espace, il occupe un point dans l'espace. On va prendre un petit objet, une particule. Mais si vous êtes dans l'espace-temps, il faut considérer toutes les positions successives qu'occupe l'objet. Et ça dessine une ligne avec une direction. Et vous voyez que donc, un objet dans l'espace-temps, un objet ça peut être une particule, ça peut être une planète, ça peut être moi-même, ça peut être chacun de vous, un objet qui se déplace dans l'espace-temps, il dessine une ligne, donc il définit une direction. Et l'espace-temps, c'est toujours pareil. A priori, toutes les directions sont identiques. Il est ce qu'on appelle isotrope. C'est-à-dire, si vous imaginez l'espace-temps vide, toutes les directions sont complètement équivalentes. Alors, on tourne toujours,
On ne tourne plus à 2 dimensions, ni à 3 dimensions, mais à 4 dimensions. Ça, les physiciens relativistes ont l'habitude d'imaginer des choses comme ça. Et cette symétrie de rotation dans l'espace-temps, si vous voulez, ce qu'on appelle aussi l'isotropie de l'espace-temps, ça veut dire que toutes ces directions sont identiques. Il n'y en a pas une qui est privilégiée par rapport aux autres. Mais si vous mettez un objet, cet objet, comme il dessine une ligne dans l'espace-temps, ça définit une direction. Donc un objet, c'est quoi? C'est exactement une brisure de symétrie de l'espace-temps. Un objet qui vit, qui occupe une succession de positions dans l'espace-temps, lorsque ce qu'on appelle le temps s'écoule, eh bien c'est une direction, donc c'est une brisure de la symétrie de l'espace-temps. Mais des objets, il y en a plein. Il y en a plein, chacun, là où il est, va définir une petite brisure de la symétrie de l'espace-temps. Et on pourrait se dire, peut-être que finalement ces brisures, elles sont tellement dans tous les sens, il y a une particule ici qui définit cette direction, celle-ci définit une direction là, donc bon, s'il y a toutes les directions, au niveau global, ça va quand même rester symétrique. Imaginez une foule, par exemple, une foule de personnes sur une place, tout le monde se déplace, mais chacun se déplace dans une direction différente. Donc comme ils se déplacent tous dans une direction différente, si vous regardez la foule de haut, la foule, vous ne voyez pas de direction privilégiée. C'est vrai qu'ici, ça va dans cette direction, ici, là, mais globalement, il n'y a aucune direction, c'est toujours symétrique. Alors on pourrait penser que dans l'univers, c'est un petit peu comme ça. Il y a des galaxies, les galaxies se déplacent, on pourrait se dire, elles se déplacent chacune dans une direction, et donc, il n'y a pas de rupture de symétrie, parce que au niveau local de la galaxie, bon c'est vrai, elle définit une direction, mais ailleurs c'est une autre direction, et puis quand on regarde l'ensemble, il y a à peu près toutes les directions, donc c'est symétrique. Donc on serait très content si c'était comme ça. Mais c'est pas comme ça. Parce que vous savez, vous avez lu des articles d'astronomie, de cosmologie, vous avez écouté la radio, et vous savez bien que l'univers est en expansion. Qu'est-ce que ça veut dire que l'univers est en expansion? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui nous intéresse, c'est que toutes les galaxies suivent un mouvement d'ensemble bien ordonné. Donc ça veut dire qu'elles définissent une sorte de direction privilégiée parce qu'elles ont tout un déplacement à peu près dans le même sens dans l'espace-temps. Donc elles définissent une direction dans l'espace-temps. Donc la matière qui est dans l'univers, à savoir sous forme de galaxies, avec à l'intérieur des galaxies des étoiles, à l'intérieur des étoiles des systèmes stellaires, les planètes, à l'intérieur des planètes nous-mêmes, vous-même, etc. Tout ça, c'est une brisure de symétrie de l'univers. Parce que le mouvement global d'expansion des galaxies, dans cet espace-temps où il y a énormément de directions possibles, il en privilégie une, il en choisit une. Donc on est un peu comme dans la situation du crayon, c'était symétrique, quand il est tombé, c'est plus symétrique. L'espace-temps lui-même, en tant que cadre géométrique, il serait symétrique, mais les galaxies définissent une direction, comme quand le crayon est tombé, et donc il y a une direction privilégiée dans l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est cette direction? Qu'est-ce que c'est que cette direction dans l'espace-temps? On pourrait se demander, mais direction dans l'espace-temps, ça paraît bizarre. Eh bien cette direction, c'est exactement ce qu'on appelle le temps. Ce qu'on appelle le temps, en fait, c'est une direction qui a été choisie dans l'espace-temps, qui est définie par la matière, par les galaxies, et donc c'est une brisure de symétrie. Et peut-être que tout à l'heure, grâce à notre ami Patamol, je vais pouvoir vous montrer quelque chose. Je vais pouvoir vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu, à savoir, on va vous montrer la flèche du temps. Merci. Et c'est alors que le troisième intervenant que vous allez entendre tout à l'heure était enfin soulagé, que Marc Lachaiseray s'assied enfin sur sa chaise, parce que pendant tout son exposé, il a failli s'écrouler sur les genoux de son voisin. Donc, Marc Lachaiseray, à ce moment-là, s'est levé, il s'est rassis, puis il s'est relevé, pour aller du côté de Patamo, pour faire sa flèche du temps. Ça roule. Ah bon?
Éphèse, psychanalyste, de prendre la parole. Alors Serge Éphèse était un psychanalyste très connu au début de ce XXIe siècle et qui était aussi connu parce qu'il passait beaucoup dans les médias, comme à la télévision par exemple, ou à la radio. Alors évidemment, 100 ans après, la télévision, c'est même plus ce que c'est, mais à l'époque, ça avait beaucoup d'impact sur le public. Il écrivait énormément de livres qui ont eu un succès immense à ce moment-là, mais qui continuent à faire référence aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle. Alors moi, ma matière, c'est pas du verre, c'est pas des étoiles, c'est de la matière psychique. La matière psychique, c'est compliqué, parce que la matière psychique, c'est pas tout à fait le cerveau et les cellules et les neurones. La matière psychique, c'est du cerveau, c'est des neurones, mais qui sont habités. Qui sont habités par une pensée, qui sont malaxés par des émotions. Ça se travaille, la matière psychique, un peu comme la pâte à modeler de Patamo, quand vous tenez un nourrisson dans vos bras, quand vous le serrez, quand vous l'embrassez, quand vous lui transmettez toutes vos émotions positives, ben vous le modelez, d'une certaine façon, vous le modelez comme de la pâte à modeler. Le lien, c'est pas seulement de la pensée, c'est pas seulement de l'affect, c'est pas seulement de l'amour, c'est aussi des matières qui se rencontrent, qui se joignent et qui fusionnent l'une avec l'autre. D'ailleurs, par exemple, c'est pas tout à fait notre sujet, mais on ne malaxe pas les petits garçons et les petites filles de la même façon. On malaxe les garçons avec plus de vigueur, on va en faire des petits hommes, des petits guerriers, les petites filles, on les malaxe avec douceur, on leur parle avec une autre voix, on forge leur corps et leur pensée à partir du corps pour être plus vers la douceur, vers l'écoute, et les garçons plus vers l'action. C'est le grand début de la différence des genres. Mais donc ce lien, tu sais Elisabeth, en voyant ta pâte à modeler tout à l'heure, ça me faisait quand même très envie. Oui, je veux piquer ta pâte à modeler parce qu'elle est extraordinaire pour se représenter. Alors c'est difficile d'utiliser deux mains avec un micro. Je vais essayer. Tiens, bon. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, ce que tu nous as montré tout à l'heure, c'est qu'on peut tirer, comme ça, on tire. Alors ça, c'est la plus belle image du lien. C'est-à-dire que ça ne se rompt jamais. Les liens sont toujours là, et on est toujours reliés. Même quand quelqu'un est mort, et même quand il est mort depuis 50 ans, on est toujours reliés. C'est l'improvisation. Tu m'as eu avec ta pâte à modeler. Par contre, quand on tire très vite, là c'est la rupture. Alors la première rupture, j'ai pensé ça en voyant ta pâte à modeler, parce que ça y fait penser, c'est quand même le cordon ombilical, bien sûr. Donc on vient au monde un jour, et on est projeté assez brutalement, justement, dans ce monde. Et là, on coupe ce fameux cordon qui vous relie à votre maman. C'est la seule rupture, peut-être, qu'on connaîtra dans toute notre existence. Après, on ne connaîtra plus que des séparations. Moi, je ne crois pas aux ruptures psychiques. Je crois que même quand on se dispute, même quand on se fâche, même quand on arrête de se voir, le lien, il est toujours là. Il n'est jamais rompu. Il est toujours dans notre tête. Donc, on coupe ce cordon. Souvent, c'est papa, ou parfois, ça va être l'obstétricien. Et on coupe ce cordon, et il y a un lien, évidemment, avec la mère, un lien interne qui est coupé à ce moment-là. On croit souvent que le cordon ombilical, c'est la mère qui l'a fabriqué pour pouvoir nourrir son enfant. Donc que ça vient de son corps, que le placenta il est fabriqué dans son corps pour pouvoir accueillir cet enfant. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le cordon ombilical et le placenta, ils sont fabriqués par le bébé. Ça fait partie de son corps. Et c'est une partie de son corps qui est programmée pour mourir au moment de la naissance, à l'avance. Il y a des cellules qui sont programmées pour vivre et des cellules qui sont programmées pour mourir. Donc la première rupture, ce n'est pas une rupture avec la maman. C'est une rupture avec une partie de soi. La partie de soi qui était dans le ventre pour rentrer dans la vie. Et là, effectivement, la grande histoire des liens commence. Il y a une maman, un papa, de maman, de papa, tout ce que vous voulez, des grands-mères, des frères, des sœurs, enfin tout ça tisse
évidemment des liens de tous les côtés, ou plutôt on tisse ensemble des liens de tous les côtés. Les liens, c'est une production de deux personnes. Ça n'est jamais la production d'une seule personne. C'est ce qu'en langage systémique on appellerait une auto-organisation. Ça découle de la relation et on n'y peut rien. Le bébé et sa mère, ils se prennent la tête l'un l'autre d'une certaine façon. C'est terrible. La mère est totalement occupée dans sa tête par cet enfant. Tous les autres liens n'existent quasiment plus. Elle est dans ce qu'on appelle cette relation fusionnelle avec lui. Et le bébé, il est complètement branché dans les yeux, dans le regard, dans les mains, dans l'affection que sa mère lui porte. Sa mère ou toute autre personne qui s'occupe de lui. Bien évidemment, en psychanalyse, quand on parle de mère, on parle d'un personnage un peu comme ça, un peu mythique, qui est ce partenaire, ce partenaire du bébé. Donc il y a ce lien, et très vite ils se prennent la tête, c'est trop. On ne peut pas être trop pris dans la relation comme ça en permanence. Donc de temps en temps, il faut se séparer. Et c'est là que commence cette élastique du lien, c'est-à-dire qu'on s'éloigne et on se rapproche. Quand on s'éloigne, on a peur d'être trop loin et que l'autre s'en aille, que l'autre disparaisse. Et puis quand on se rapproche, on se prend la tête, on est trop près, on est trop dans la tête l'un de l'autre, et on ne peut plus être soi, et on ne peut plus penser. C'est la grande histoire de notre existence. C'est toujours trop proche, ou toujours trop loin. On va toute notre vie jouer avec les liens qui sont entre nous, pour éviter les ruptures, mais pour permettre ces rapprochements et ces séparations. Le bébé, dans un premier temps, il a peur de cette séparation, parce que quand il ne voit plus l'autre, quand il ne voit plus l'adulte qui s'occupe de lui, il pense que peut-être il a disparu, il pleure pour le rappeler. Et puis, à un moment, eh bien, il y a quelque chose de tout à fait miraculeux qui se passe dans la matière psychique, c'est que les liens n'ont plus besoin d'exister dans la réalité pour exister dans le monde interne de l'enfant. Ça s'appelle fabriquer des liens internes. Ça veut dire qu'on se relie à l'intérieur de soi aux personnages qui sont importants. Donc le bébé est tranquille parce que même si sa maman est loin, il se relie à l'intérieur de lui, au personnage de sa mère, et qu'elle existe dans ses pensées, qu'elle existe dans son monde interne, et que donc il peut l'appeler dans ses pensées, dans son imaginaire, pour qu'elle reste, pour qu'elle soit auprès de lui, et qu'elle le calme, et donc il peut se lancer dans l'existence avec cet ensemble de liens internes. Un jour, je reçois à ma consultation à l'hôpital une maman avec un bébé. Et la maman tenait le bébé dans ses bras, et ça faisait 2 jours que ce bébé hurlait, ne dormait pas, ne trouvait pas le sommeil, qu'il refusait de manger, qu'il régurgitait toute la nourriture qu'on lui donnait, et qu'il hurlait des nuits entières sans que sa mère puisse le calmer. Et sa mère était à bout, elle n'en pouvait plus. Elle devenait folle, complètement folle, avec cet enfant qui hurlait dans ses bras et dont elle ne savait pas quoi faire. Elle aurait pu le jeter par la fenêtre, tellement c'était insupportable. Donc ça, c'est un lien qui commence à être endommagé. C'est un lien qui est infiltré d'angoisse au lieu d'être infiltré de sentiments plus positifs. Et donc il s'assoit en face de moi et je commence à parler à la maman. C'est un bébé qui avait 3 ou 4 mois, qui était tout petit. Et je commence à parler à la maman, et je lui parle très doucement, très tranquillement, avec une voix presque d'hypnose, comme ça, pour qu'elle se détende, pour qu'elle soit moins angoissée. Et je lui parle, et je vois que la mère commence à se calmer un petit peu. À ce moment-là, je regarde l'enfant, et plouf, l'enfant s'était endormi dans les bras de sa mère. Ça, c'est des histoires qui sont très courantes dans notre pratique. C'est pas du miracle, mais on se demande quand même comment ça marche, parce que ce petit bébé de 3 mois, qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il entend de la situation qu'elle a, qu'est-ce qu'il perçoit, comment est-ce qu'il se sent relié à cette mère, comment est-ce qu'un lien nouveau avec une personne qui est là, c'était moi, ça aurait pu être peut-être la grand-mère ou un ami ou quelqu'un d'autre, comment est-ce que ce lien se tisse, comment est-ce que ce lien répare à ce moment-là ce lien endommagé. Ça, c'est tout le miracle de notre travail à nous les psys, c'est que justement on tisse des liens. On tisse des liens avec des personnes qui vont mal. Alors soit elles sont toutes seules,
et en tissant ce lien, eh bien, elles y projettent tous les autres liens qu'elles ont dans la tête, et qui sont des liens parfois de violence, des liens de brutalité, des liens de haine, des liens chargés de rivalité, de tout un tas de choses négatives. Donc ils les projettent, et en devenant cette surface de projection, eh bien, on répare petit à petit ces liens, c'est-à-dire qu'on empêche les brisures, internes. Parce que quand les liens se brisent à l'intérieur, c'est comme si on tombe dans le trou noir de la mélancolie. Il n'y a plus rien qui vous rattache, c'est la dépression, c'est la dépression. Non, on ne se sent plus relié, on ne se sent plus relié au monde, on ne se sent plus relié aux autres, et ça peut évidemment tomber très très loin à l'intérieur de soi. Donc soit les gens sont seuls, et puis je vois des couples, alors leur lien, c'est souvent un lien, évidemment, s'ils viennent en consultation, c'est un lien très problématique, c'est un lien chargé de colère, chargé de ressentiment, c'est là aussi un lien qui est sur le point de se briser. Et là, qu'est-ce qui se passe par exemple? Eh bien, justement, c'est pas tout à fait ce lien entre les deux. C'est pas parce qu'il y en a un qui a oublié de ranger les chaussettes, ou qui n'a pas débarrassé de la vaisselle, ou qui lui dit pas assez souvent des mots d'amour, que le lien est en danger. Le lien est en danger parce que ce qui est en danger, c'est les liens justement internes de chacun. C'est une des premières choses que j'entends quand un couple vient me voir en consultation, le plus souvent. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Elle dit, dans un mouvement de colère, « Je ne suis pas ta mère ». Ben voilà, je ne suis pas ta mère. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'elle sent que son conjoint est relié par son lien interne à cette maman dont il n'arrive pas à se séparer. Elle est là, elle est présente, elle est omniprésente, elle est intrusive, elle est dans sa tête. Et la femme, elle sent ça. Elle sent que quand il lui parle, quand il lui fait des reproches, quand il lui dit « tu es trop sur mon dos », quand il lui dit « tu me prends la tête », c'est pas tout à fait à elle que ça s'adresse. Ça s'adresse à un autre lien. Donc toutes nos histoires de liens, elles sont là dans le fait que, en construisant des liens internes, nous infiltrons tous les liens par la suite. Que le premier lien affectif, le premier lien amoureux, c'est ce personnage ou ces personnages qui nous entourent à la naissance. Ensuite, on ne fait que transférer, on ne fait que transformer. On transfère, on transforme ces liens dans d'autres liens, d'autres relations affectives, d'autres relations amoureuses, d'autres relations de proximité et de rivalité. Mais notre histoire, c'est que c'est ce tissage des liens qui fait notre identité.
ont préféré éviter la rupture. Mais on était proches. Hein. Alors, après toutes ces impressions que les scientifiques nous ont offertes, il était temps d'aller voir le travail de Patamo. Et donc, à la fin de ce spectacle, tout le monde s'est rapproché de Patamo pour aller voir ce qu'il faisait, avec toutes ces petites figurines qu'il était en train de filmer pour fabriquer un film en direct. Nous allons le voir. Olivier Totaliste, et donc toutes les